Podien orthodoxe et lacanien. L'impossible histoire de la psychanalyse en France. Cette conférence a été présentée le 29 février 1984 à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, avant d'être reprise sous une forme modifiée au Cercle d'Histoire de l'Université libre de Bruxelles le 13 décembre de la même année. Depuis quelques années, l'histoire de la psychanalyse est à la mode en France. Tout récemment, ce mouvement s'est institutionnalisé par la création de sociétés, de séminaires et l'organisation de colloques. Soutenu par de nombreuses publications, ce phénomène original mérite d'être circonscrit et éclairé. Quelles sont les caractéristiques de cette littérature et quelle fonction remplit-elle? Mais tout d'abord, son objet est-il si neuf? Autant de problèmes auxquels on tentera, dans cette étude, de donner des réponses. Seuls seront considérés ici les travaux des auteurs qui se proposaient explicitement d'écrire l'histoire de la psychanalyse en France ou d'une large tranche de celle-ci. Ne seront donc pas analysés divers mémoires de psychiatrie ou thèses de médecine inédits qui se sont attachés à la vie et à l'œuvre de l'un ou l'autre fondateur de la Société psychanalytique de Paris. De ce fait, on ne s'apesantira pas non plus sur les livres consacrés aux premiers disciples de Freud et aux personnalités éminentes qui ont pris leur succession. À l'inverse de celles qui ont été écrites souvent dans un style journalistique par des anglo-saxons, la perspective de la plupart des monographies rédigées par des Français n'est pas historique. Elle se préoccupe peu de l'évolution de la pensée du personnage considéré et restitue encore moins cette dernière dans son contexte. Seuls sont mis en lumière les aspects doctrinaux et cliniques de leur œuvre, et cela d'un point de vue thématique et jamais chronologique. À mentionner toutefois une biographie qui a pour l'objet le fondateur de la psychanalyse lui-même. Elle apporte les accessoires du décor obligé devant lequel pourront jouer les acteurs que les historiens français mettent en scène. Ce texte canonique est dû à Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, qui a paru en version originale de 1953 à 1957 et de 1958 à 1969 en traduction française. Cette cathédrale érigée à la mémoire du maître viennois a constitué la base de toutes les histoires du mouvement analytique, du moins avant que paraisse la correspondance échangée par Freud avec plusieurs de ses disciples. En raison de sa position de vétéran, seul survivant du premier siècle viennois, le fameux comité, Jones a eu accès à des documents dont beaucoup ne sont pas encore publiés et qui ont longtemps été sous la garde de Kurt Isler, véritable geôlier des archives Freud aux États-Unis. Les plagiaires de Jones sont légion et continuent de véhiculer les principaux épisodes de la légende freudienne. À côté de cette catégorie d'ouvrages, il existe une foule d'études qui privilégient un aspect particulier de la personnalité, de l'existence ou de l'œuvre de Sigmund Freud. Cet aspect est censé rendre compte de l'ensemble de sa démarche. Enfin, au-delà de la production scientifique ou prétendument telle, un film comme Freud, The Secret Patient de John Huston, projeté sur les écrans en 1962, une pièce de théâtre comme Le Fil Rouge d'Henri Danker en 1963, des émissions radiophoniques comme celle de Marthe Robert à la même époque, ont prouvé qu'il existe un large public intéressé par le destin du fondateur de la psychanalyse, et ils ont grandement contribué à propager la vision hagiographique des thuriféraires déjà cités. De la même manière que le genre biographique avait été inauguré par Freud dans sa Selbstdarstellung, la première histoire de la psychanalyse a été écrite par le maître viennois en personne. De l'histoire du mouvement psychanalytique, texte de Sándor Ferenczi, inséré dans l'édition française de ses œuvres prétendument complètes, est une traduction abusive du hongrois. Il s'agit en fait d'une communication présentée au congrès de Nuremberg en 1910, dans laquelle Ferenczi
plaide pour la création d'une association psychanalytique internationale. Si Ferenczi dresse bien au début de son exposé un bilan des premières années du mouvement, la plus grande partie de ce texte tente surtout de montrer les avantages d'une telle organisation. Il n'intéresse donc pas directement mon propos. En revanche, zur Geschichte der psychoanalysischen Bewegung de Sigmund Freud, paru 3 ans après ce rapport, établit les règles d'un genre, à commencer par la terminologie employée. Dorénavant, on écrira des histoires du mouvement psychanalytique, ce qui implique, à l'évidence, c'est même une lapalissade, que cette histoire n'est pas immobile et laisse supposer que son optique est finaliste. Comme on pourra le constater, ce terme et cette idée de mouvement seront récupérés dans la décennie suivante par les premières histoires de la psychanalyse en France. L'opuscule de Freud se compose de 3 parties. Des découvertes de Breuer, qui vit de 1880 à 1880, publié plutôt de 1880 à 1882, jusqu'à la publication de la Traumdeutung, publiée en 1900. 2. Les progrès de la psychanalyse de 1902, moment où se forme autour de Freud un groupe de jeunes médecins jusqu'à la Première Guerre mondiale. 3. Du congrès de Nuremberg, qui date de 1910 à 1914, Organisation internationale de la psychanalyse, scission d'Alfred Adler et de Carl Jung, description et réfutation de leur théorie. Cette histoire est téléologique et militante. Père créateur incréé, le psychanalyste autrichien est acteur de l'histoire avant d'être historien. Sa lecture du passé n'a de sens que par rapport au présent. Il ne doute pas de l'avenir et se complaît même dans la fiction. Certains de ses propos ont des consonances évangéliques. Je vous en cite un passage. Non, il risque d'être un peu long. Ainsi, zur Geschichte apparaît bien comme l'ancêtre des nombreux synoptiques postérieurs qui relatent la période apostolique, les persécutions et la geste des pionniers. Puis, l'irrésistible expansion de la psychanalyse. La philosophie de l'histoire que Freud élabore dans cette esquisse historique sera reprise jusqu'à nos jours par les chroniqueurs qui lui succéderont. Le déroulement de l'histoire de la psychanalyse sera désormais présenté comme celui de l'histoire d'un individu dont serait relatée l'analyse. C'est une histoire des refoulements et une histoire des résistances à l'analyse qui sera narrée. Quelles sont les raisons qui poussent Freud à écrire ce texte ? Michel Schneider explique que, je le cite, « Les psychanalystes n'ont pas de mémoire, ils souffrent de réminiscence, et quand Freud contribue à écrire l'histoire de leur mouvement, c'est déjà une mémoire faite pour oublier, un récit confié pour faire taire. » Freud introduisait en effet le propos de son article de cette manière. « La psychanalyse est ma création. Pendant 10 ans, j'ai été seul à m'en occuper. » Et poursuivait, « Personne n'est à même de savoir mieux que moi ce qu'est la psychanalyse. » Alors là, je vais peut-être citer Freud puisque le texte est plus court. « Die Psychoanalyse ist meine Schöpfung. Ich war durch 10 Jahre der Einzige, der sich mit ihr beschäftigte. » Et plus loin, « Keiner besser als ich wissen kann, was die Psychoanalyse ist. » En France également, on le verra, plusieurs fondateurs de la Société psychanalytique de Paris s'arrogeront plutôt le droit de garder la mémoire de leur groupe en confisquant le passé à leur profit et en réécrivant une histoire française de la psychanalyse en France. À leur décharge, il fallait rappeler que les multiples déformations qu'ils ont effectuées dans leur récit trouvaient un modèle dans le silence qui n'en finit pas de peser de Freud quant au rôle joué par Wilhelm Fliess dans la naissance de la psychanalyse entre 1887 et 1902. Son nom n'est pas cité une seule fois dans Zur Geschichte, et curieusement, au moment même où le dauphin de Freud,
Carl Gustav Jung vient de se séparer du psychologue viennois. Tel Napoléon à Sainte-Hélène, Freud, après la défection d'une partie de ses troupes, pose les premiers jalons de sa légende. Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung de Freud constitue ainsi le terreau dans lequel prendront racine les premières histoires de la psychanalyse en France. Il paraissait indispensable de rappeler l'existence de ce texte et son contenu. On s'efforcera maintenant de repérer les filiations présentes dans le discours orthodoxe afin de souligner les principaux traits des histoires lacaniennes. 4 histoires ont été produites par des membres de la Société psychanalytique de Paris. Toutes sont porteuses de l'image qu'il voulait donner de celle-ci à un moment précis de son évolution. La première en date est l'aperçu historique du mouvement psychanalytique en France d'Angelo Hénard et René Laforgue, paru en 1925. 4 ans plus tard, le premier auteur cité reprend la plume pour écrire un article portant, à un mot près, le même titre. Il s'associe cette fois à Édouard Pichon. Ce n'est qu'en 1975, après 46 ans de silence, que sera éditée une nouvelle histoire de la psychanalyse en France, due aux soins de Ilse et Robert Barrande. Enfin, en 1982, Alain de Mijola a consacré un chapitre à la psychanalyse en France dans un ouvrage collectif. Les 3 premiers de ces textes, par leur omission, les déformations systématiques qu'ils font subir au sens de l'action des individus, ressemblent aux Vulgates d'Outre-Elbe. De plus, ils ont pour caractéristique commune de se présenter comme des chroniques, se refusant toute forme d'interprétation des événements. On peut donc les considérer dans la ligne d'une certaine histoire positiviste, l'esprit critique en moins. Enfin, il est remarquable que ces histoires ont toutes été rédigées par des membres titulaires de la Société psychanalytique de Paris. L'histoire officielle a été, et est donc toujours, aux mains des plus hauts gradés. L'aperçu historique de Hénard et de Laforgue inaugure l'évolution psychiatrique. Cette revue, qui existe toujours, est l'organe d'un groupe formé en 1925 et destiné à promouvoir la psychiatrie dynamique en France. Hénard, qui vit de 1886 à 1969, médecin militaire qui finira amiral, avait publié avec son maître Régis de Bordeaux le premier ouvrage de psychanalyse paru en français. Alsacien, Laforgue, qui vit de 1894 à 1962, qui avait été nommé assistant à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne de Paris, 2 ans avant la publication de l'aperçu, sera longtemps le correspondant de Freud en France. Beaucoup plus tard, en 1953, les 2 associés se sépareront de la Société psychanalytique de Paris qu'ils avaient créée en 1926. Hénard ira, à la fin de sa vie, jusqu'à épouser la cause lacanienne. Les auteurs envisagent 2 étapes dans l'introduction de l'analyse en France. La première aurait été caractérisée par les résistances que la psychanalyse rencontra jusqu'en 1920-22, la seconde par l'inévitable diffusion consécutive. 7 pages sont consacrées à la période qui précède 1922, 8 aux années 1922-1925. Dans ce premier article d'un périodique qui porte comme sous-titre « Psychanalyse, psychologie clinique », les auteurs se décernent un satisfecit. Apologie, partialité, opportunisme, nous y reviendrons, constituent les principaux traits de l'aperçu. En passant sous silence la préhistoire du mouvement français, c'est-à-dire ses antécédents germaniques, Hénard et Laforgue font preuve d'un nationalisme évident. En outre, comme Jean-Pierre Mordier l'a bien montré, en dénonçant les résistances à l'analyse, ils se mettent précisément au service de ces résistances. Il suffit de les lire. Nous aurons plus tard l'occasion de rechercher les causes de cette opposition, sous-entendu à l'analyse. Elle ne tient pas à un défaut de sens pratique, mais à des malentendus apparus en vertu de raisons psychologiques profondes, tirées de la constitution même de notre esprit national. Fin de citation. Cette thèse étonnera d'autant plus que, paradoxalement, ils concluront eux-mêmes, je les cite, « Nulle époque n'est donc mieux choisie que celle que nous vivons
pour accueillir avec loyauté et soumettre à l'esprit critique latin de mesure, donc c'est moi qui insiste, les vues profondes, incertaines, mais géniales du professeur Sigmund Freud. Leur ambivalence par rapport à la psychanalyse ne laisse aucun doute. En 1929, Angelo Hénard s'adjoindra Édouard Pichon pour rédiger une version à peine renouvelée, quant à l'esprit qui l'anime, de l'histoire du mouvement analytique en France. Pichon, qui vit de 1890 à 1939, mènera de front une carrière de médecin, de psychanalyste et de linguiste. Pendant 30 ans, il composera, en effet, avec son oncle Jacques Damourette, une grammaire en 7 volumes. En 1927, il épousera la fille du célèbre psychologue Janet et adhérera à la Ligue d'action française. Curieux duo de psychanalystes donc que celui qui associe un futur amiral et un disciple de Maurras. À nouveau, on retrouve dans cet aperçu le thème de la suprématie du génie hexagonal. Tout en prétendant les unir, Hénard et Pichon opposent les deux tendances principales du mouvement analytique français, en l'occurrence l'esprit discipliné, dogmatique qui vient des pays de langue allemande, et, je le cite, l'autre essentiellement de chez nous qui dissocie les faits de leur interprétation doctrinale et dispose d'une langue claire et précise. Fin de citation. La périodisation quaternaire qu'ils introduisent est non moins révélatrice. Se succède ainsi une période d'invasion et de résistance, 1913-1920. La métaphore est claire, la psychanalyse a ouvert un nouveau front dans le domaine des idées. Une période de diffusion littéraire et mondaine, 1921-1923, qui est présentée comme une période d'anarchie. Une période de contrôle scientifique, 1923-1926. Et une période d'organisation formelle, depuis 1926. Donc depuis la création de la Société psychanalytique de Paris. Ces deux dernières périodes marquant la victoire de la psychanalyse et sa récupération de fait par le corps médical. Il est à noter que la période antérieure à 1914, qui précède la parution du livre de Hénard et Régis, n'est pas prise en considération. Le second aperçu fut publié dans la revue de psychologie concrète de Politzer en 1929. D'origine hongroise, ce dernier s'était établi en France 8 ans plus tôt et désirait s'opposer à la psychologie académique telle qu'elle était enseignée et pratiquée en France. Il fonda à cette fin une revue destinée à laisser la parole aux tenants d'une psychologie dynamique. Les psychanalystes étaient ceux-là. Toutefois, il fit précéder l'article de Hénard et Pichon d'un violent réquisitoire, du reste justifié, contre la timidité et l'opportunisme qu'il manifestait à l'égard des mandarins universitaires. Mais ne demandait-il pas trop au beau-fils de Janet? Finalement, convaincu de l'impossibilité du dialogue avec les analystes, Politzer délaissera la psychanalyse pour se consacrer, comme chacun sait, à l'étude de l'économie politique et au militantisme communiste. À presque 50 ans de distance, une évidence surgit d'emblée. Publié en 1975, l'histoire de la psychanalyse en France d'Ilse et Robert Barrande se situe dans le droit fil des deux aperçus. Sa perspective est étroitement nationale et limitée à la Société psychanalytique de Paris. Elle ignore de ce fait la moitié au moins du monde analytique. Elle est sous-tendue par l'idée d'un progrès continu, gommant les ruptures. Or, comme l'a souligné André Bourguignon dans un compte-rendu critique de ce livre, je le cite, « L'histoire du mouvement psychanalytique, c'est aussi l'histoire des luttes pour le pouvoir au sein des sociétés. » Fin de citation. Chez les Barrande, nouvelle citation, la réalité historique de la scission de 1953 est aplatie et édulcorée. Fin de citation. Le critère retenu pour la périodisation du mouvement paraît être emprunté à l'histoire des idées. En fait, les césures choisies, 1945 et 1960, ne sont pas innocentes, car elles permettent d'escamoter les scissions de 1953 et 1964. Ce découpage semble avoir pour fonction de passer sous silence les tensions entre personnes, les crises institutionnelles, mais aussi les conflits doctrinaux qui ont parcouru le mouvement français. Au sens strict, selon André Bourguignon, je le cite, cet ouvrage ne doit son titre qu'à un abus de langage.
Fin de citation. L'examen du passé pratiqué par les auteurs est, pourrait-on dire, de nature clinique. Les Barantes partent en effet d'un diagnostic ou panorama des situations présentes, soit 1975, 29 pages lui sont consacrées, pour décrire ensuite l'histoire du mouvement et ses vicissitudes, 18 pages, soit un dixième de l'ouvrage. Sous une quinzaine de rubriques thématiques, le second chapitre, 91 pages, circonscrit les différents territoires occupés par les principaux représentants de la Société psychanalytique de Paris depuis la dernière guerre. Bien entendu, la première place du palmarès est réservée au chef de file des durs de la Société psychanalytique de Paris, Sacha Nasht, qui fut, en 1953, critiqué pour ses pratiques dictatoriales. Il se voit octroyer le titre de maître de la pratique. Les erreurs de chronologie sont pour le moins significatives de la fidélité des auteurs à leur maître. Ainsi, Paul Schiff, dont la femme semble avoir été très liée à Sacha Nasht, serait mort entre 1940 et 1945, alors qu'il décéda en fait en 1947. Les Barantes ne citent pas leurs sources, qu'elles soient orales ou écrites, apprécient mal le rôle des individus et ignorent le contexte intellectuel dans lequel s'est développée la psychanalyse. Bref, propos moralisateurs et apologétiques et méthodes compilatoires définissent cet ouvrage. Apparemment, le chapitre consacré à la psychanalyse en France par Alain de Mijolla a su bénéficier d'une partie des critiques formulées contre les Barantes en 1976. Il ne serait, selon Mijolla, qu'une ébauche d'un travail érudit qui n'a pas encore vu le jour. À l'instar du livre des Barantes, ce texte se présente comme une histoire de la psychanalyse en France des origines à nos jours. Cette fois, près de 45 pages, c'est-à-dire la moitié du chapitre, traite de la période des scissions. On pourrait donc imaginer que l'auteur a pris le contre-pied de la perspective des Barantes. Cependant, à y regarder de plus près, on apercevra que les conflits d'idées qui, à l'intérieur du mouvement psychanalytique français, ont conduit à 2 puis à 3 scissions, sont, sinon évacués, du moins très schématisés. Mijolla confine Jacques Lacan au royaume des mots, de la parole, je le citais, mais confère à Sacha Nasht, nouvelle citation, celui de la présence, cette qualité qu'il requiert des psychanalystes. Fin de citation. L'auteur a parfaitement raison de souligner les incompatibilités d'humeur entre les protagonistes de la première scission, mais en réduisant la décennie 1950-1960 à des mésententes entre de fortes personnalités, il tomberait presque dans la théorie du complot. À la limite, la scission de 1953 résulterait d'une sorte de cabale de cour. Comme l'histoire des Barantes, Mijolla parle du mouvement analytique français contemporain, à partir du début des années 60. Sa vision de l'histoire est nettement diphasique. Après le moment des conflits édipiens et des luttes fratricides, scission, suit une époque de latence. La Libye analytique de s'en désintéresser est dès lors tout trouvée. Je le cite, « Voici toutefois qu'au moment d'en écrire davantage, la main hésite. Ce n'est déjà plus le temps de l'histoire, c'est moi qui insiste, mais celui de la mémoire individuelle, avec ses oublis inconscients, ses rancunes tenaces, ses amitiés fidèles, ses choix critiques et critiquables. Peut-on privilégier celui-ci, méconnaître celui-là, brosser un tableau d'honneur ou s'astreindre aux conventions d'un discours académique qui saurait trouver pour chacun la petite phrase nécessaire et suffisante dans les 2 sens du terme? Citer tous les livres, tous les articles, toutes les idées, car ce serait la seule justice, en si peu d'espace, et sans leur avoir laissé le temps de la décantation. » Fin de citation. Qui pourrait être la dupe d'un tel procédé oratoire? Il est évident que, hormis les 2 chefs de file, la grande majorité des acteurs des années 50 étaient toujours vivants en 1982. Il est non moins clair qu'Alain de Mijolla ne se prive pas de dénigrer qui bon lui semble et de rendre hommage à qui de droit. De plus, dans les lignes qui suivent le passage qui vient d'être cité, il ne manque pas de mettre au rencard ses précautions faussement sages lorsqu'il critique le bruit de l'école lacanienne qui envahit les médias. Longue de près d'1 page, une phrase interminable constitue pour finir une défense et une illustration de l'histoire événementielle. Se refusant toute interprétation, Mijolla entasse
pêle-mêle dans un véritable manifeste de la tradition historiographique positiviste des Freudiens de la Société psychanalytique de Paris, nom de nouveaux analystes et fait survenu depuis 1966. En fait, sa clairvoyance affectée devant la pauvreté de son commentaire ne vise d'autre fin que la mise en valeur de la psychanalyse orthodoxe qui est censée transcender les événements. En proclamant qu'il serait injuste de ne voir dans la dernière décennie, 1970-1980, qu'un brouhaha, Mijola conclut son chapitre sur une note morale. On méconnaîtrait par là les bienfaits thérapeutiques de la psychanalyse pendant cette période. Si un progrès est décelable dans la conception historisante du récit d'Alain Mijola, quand on compare celui-ci aux propos erronés des Barandes, il n'en demeure pas moins que ces écrits appartiennent l'un et l'autre au même courant. Mijola fait davantage référence au contexte historique dans lequel s'inscrit la psychanalyse, mais sa fonction est purement décorative. Il ne s'agit en aucun cas d'une histoire totale qui montrerait les liens de cette discipline avec les courants intellectuels, culturels et sociaux qu'ont marqué la France au XXe siècle. Après avoir tenté de montrer les principaux caractères de l'historiographie orthodoxe et les stratégies qu'elle met en œuvre, on considérera deux ouvrages écrits par des psychanalystes lacaniens. Les débuts de la psychanalyse en France, 1895-1926, c'est le titre, donc de Jean-Pierre Mordier, et La bataille de 100 ans, Histoire de la psychanalyse en France, c'est le titre de l'ouvrage d'Elisabeth Roudinesco. Il apparaîtra qu'une fois de plus, l'écriture de l'histoire est intimement liée à la théorie et à la pratique analytique qui la commande. Il est clair que ce qui a mobilisé de nombreux analystes autour de Lacan, c'est la conférence donnée à Vienne le 7 novembre 1955, où fut proclamée la nécessité d'un retour à Freud. Ce discours est un peu l'équivalent, sur le plan symbolique, de l'affichage en 1517 des 95 thèses de Luther à Wittenberg. Pour Lacan, il fallait balayer la succession des auteurs, en particulier américains, qui avaient perverti, selon lui, l'héritage de Freud en s'attachant à la seule lettre de ses écrits. Restaurer l'esprit qui animait l'œuvre du fondateur de la psychanalyse s'imposait donc comme une priorité. La corruption de l'enseignement de Freud se pose donc pour les lacaniens comme un problème fondamental de leur réflexion. C'est ce qui explique l'importance accordée par les ouvrages de Mordier et de Roudinesco à la préhistoire du mouvement français, c'est-à-dire à ses origines viennoises et à l'incompréhension témoignée à Freud par les premiers psychanalystes français. La période qui constitue le champ d'investigation de Mordier, psychanalyste à Lyon, s'étend de 1895, date où ont paru les Studien über Hysterie de Sigmund Freud et Joseph Breuer, qui marquent le début proprement analytique de la carrière de Freud. À 1926, moment crucial tant du point de vue de l'histoire institutionnelle que pour la diffusion de la psychanalyse en France. Sont publiés alors Die Frage der Psychoanalyse ou la première traduction française de Die Traumdeutung, mais où naît surtout la Société psychanalytique de Paris, dont les membres fondateurs ont, selon Mordier, véritablement détourné le sens de la doctrine du Père créateur. Tout le propos de Mordier se ramène à cette question. Je le cite, « Y en eut-il au moins un qui, avant Lacan, sut entendre quelque chose de l'enseignement de Freud ?» Fin de citation. Sa réponse sera bien sûr négative, je le cite. À l'aube du jour de la constitution de la première société psychanalytique de Paris, il ne reste plus rien de la psychanalyse en France. Fin de citation. Par conséquent, Mordier va s'attacher à montrer que les débuts de la psychanalyse dans l'Hexagone ressemblent étrangement aux symptômes d'une maladie, à une sorte de névrose infantile. Son histoire de la psychanalyse sera donc psychanalytique. Plus précisément, Mordier a pour projet de faire ressurgir le refoulé de l'époque où la psychanalyse fut introduite en France, de cette époque qui a assisté à l'édulcoration, au vidage de la substance même de la psychanalyse par la psychiatrie française. Il met en pièce le mythe des pionniers de ce nouveau Far West, avec les inévitables caravanes de fiers colons, les redresseurs de tort et les tenants de l'ordre. Fin de citation. Ce n'est plus l'histoire des résistances extérieures à la psychanalyse qu'il décrit, à l'opposé des premiers historiens de la psychanalyse et des Barandes qu'il pourfend. C'est au contraire l'histoire des résistances des analystes eux-mêmes à l'analyse. Ironie de l'histoire au clin d'œil. Même s'il en prend le contre-pied, Mordier récupère la périodisation de l'aperçu historique de Hénard. L'œuvre d'une autre lacanienne, Elisabeth Roudinesco, est encore inachevée.
Le premier volume de la bataille de Cent Ans, titre de son ouvrage, prend pour point de départ 1885, date du séjour de Sigmund Freud à Paris, où il suit les cours de Charcot, et s'arrête à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui coïncide avec la mort du psychanalyste. Le second tome décrira les voies de pénétration de la psychanalyse en France dans l'entre-deux-guerres et reprendra l'histoire du mouvement psychanalytique français depuis 1945 jusqu'à la mort de Lacan en 1981. La perte de 2 pères ponctue donc cette histoire de 100 ans. Pour Elisabeth Roudinesco, l'histoire de la psychanalyse, je la cite, se confond avec celle de ses crises. Fin de citation. En fait, cette histoire se confond avec la propre histoire de l'auteur. Il faut savoir qu'Elisabeth Roudinesco est la fille de Jenny Aubry, psychiatre et psychanalyste qui joua un rôle important lors de la scission de 1953. Il ne s'agit pas de tomber ici dans une explication de l'histoire par l'anecdote, mais il paraît évident que l'œuvre et la vie de l'auteur sont en étroite connexion. Le volume publié de l'histoire de la psychanalyse en France est découpé en 3 phases. Dans une première partie, préhistoire, sont étudiées l'histoire de Charcot, l'œuvre de Charcot et son influence dans la littérature. Dans les préliminaires, Elisabeth Roudinesco sonde et borne ensuite le terrain dans lequel va s'implanter la psychanalyse. Elle décrit, en particulier, les dissensions au sein du mouvement psychanalytique international et l'essor de celui-ci, et analyse les discussions qui, en France, ont porté sur la théorie de l'hérédité des générescences. Selon l'auteur, je la cite, « Il n'y a pas de psychanalyse française, mais une situation française de la psychanalyse, aussi spécifique que celle des autres pays. La théorie, comme la pensée, n'ont ni frontières ni patrie, mais les conditions dans lesquelles elles s'exercent sont toujours nationales et linguistiques. » Enfin, fin de citation. Enfin, dans un troisième volet proprement historique, sont précisées les formes sous lesquelles la psychanalyse a été introduite en France. C'est l'épopée des 12 fondateurs de la Société psychanalytique de Paris, dont la création suit de peu celle du groupe de l'évolution psychiatrique. Désirant dépasser le commentaire de texte, seule base du travail de Jean-Pierre Mordier, Elisabeth Roudinesco s'est proposé d'écrire un ouvrage qui mêle à la fois une histoire des sciences, autrement dit une histoire des doctrines psychiatriques et psychologiques, une histoire politique, c'est-à-dire une histoire des stratégies pour obtenir le pouvoir à l'intérieur et à l'extérieur des institutions analytiques, et, enfin, une histoire des individus. Pour l'auteur, je la cite, « Une histoire de la psychanalyse ne peut se passer d'une interprétation psychanalytique de l'histoire. » Fin de citation. Mordier l'avait précédé dans cette voie. Elle n'innove donc pas. Mais s'il montre bien que la résistance à la psychanalyse, en tant que symptôme du progrès de cette dernière, s'organise autour de la notion de sexualité aux confins des XIXe et XXe siècles, ces observations véritablement psychanalytiques sont peu nombreuses. Elles ne sont en fait que des métaphores empruntées à l'existence de Freud ou à ses propres études de psychanalyse appliquées. Elle n'en donnera pour seule preuve que les identifications de l'analyste viennois à Hannibal ou à Moïse, ou du groupe des premiers disciples à la horde primitive. Toutes ces identifications sont depuis longtemps devenues des lieux communs. Normalienne, agrégée de philosophie, psychanalyste, Elisabeth Roudinesco possède une âme de romancière. Bien qu'elle ait reçu une formation lacanienne, son livre est parfaitement lisible. Lorsqu'elle cherche à restituer l'atmosphère d'une ville, d'un milieu intellectuel ou à peindre le caractère d'un personnage, il lui arrive souvent de laisser libre cours à son imagination. Certaines de ces pages sont à cet égard des morceaux d'anthologie. En revanche, il y a par rapport à ses prédécesseurs un net progrès dans la diversité des sources utilisées. Si les premiers historiens, Hénard, Laforgue et Pichon, se contentaient de mettre en ordre leurs souvenirs, les Barrand de résumer l'œuvre des analystes de la Société psychanalytique de Paris, Mordier d'analyser les écrits des fondateurs, Elisabeth Roudinesco, pour sa part, est la première à faire référence explicitement, maladroitement il est vrai, à des papiers privés et à des témoignages oraux. Elle n'a toutefois pas eu accès aux archives de la Société psychanalytique de Paris. On ose espérer qu'Alain de Mijola fera état de celle-ci dans le travail érudit qu'il a annoncé. Le discours historien sur la psychanalyse dépend étroitement de la théorie qu'il supporte et relève directement de celle-ci. Histoire psychanalytique de la psychanalyse chez les lacaniens, histoire historisante chez les freudiens orthodoxes. Depuis longtemps, on a mis en évidence la place privilégiée qu'occupent certains événements et certains personnages dans la mémoire collective d'une nation. Ces lieux de mémoire stratégiques trouvent leur prototype dans les légendes familiales. Le milieu psychanalytique, qui, comme toute organisation sociale, procède de la structure familiale, n'échappe pas,
dans ses productions historiographiques à ce schéma. Dans le cas qui nous occupe, les clivages qui existent entre les divers écrits et interprétations relatifs aux scissions de 1953 et 1964 semblent s'effectuer, pour prendre deux comparaisons, comme ceux qui ont divisé historiens catholiques et protestants en ce qui concerne la Saint-Barthélemy, ou historiens de gauche et de droite en ce qui concerne 1793, la bonne ou la mauvaise révolution. En cela, on peut parler de spécificité française de l'écriture de l'histoire de la psychanalyse en France. Les moments auxquels un groupe intellectuel prend conscience de l'existence d'un passé original et se met à penser son histoire ne sont pas le produit du hasard. Ces occurrences résultent souvent de crises épistémologiques que traverse la discipline exercée par ses membres et du stade d'évolution auquel ont abouti les rapports de pouvoir entre les individus qui le composent. Si l'on jette un rapide coup d'œil sur la production historiographique étudiée dans cet article, dans cette conférence, une évidence apparaîtra d'emblée. C'est à deux reprises qu'on s'est intéressé à l'histoire de la psychanalyse en France. En premier lieu, tout au début du mouvement, quand se sont posés les jalons de ce que Georges Gusdorff appellerait une mythe-histoire. En second lieu, en 1980-82, 2 années qui sont caractérisées par une véritable explosion du genre. 4 histoires paraissent alors. Cette curieuse coïncidence semble, de prime abord, résulter directement de la mort de Lacan survenue le 9 novembre 1981. Il est vrai que 2 ouvrages mentionnent ce décès, mais manifestement cet événement a été noté après leur rédaction, laquelle avait été entamée bien avant la disparition de Lacan. La mort physique de celui-ci expliquerait donc le succès de la vente de ces histoires, mais en aucun cas leur conception. Il semblerait plus judicieux de chercher celle-ci du côté de la fin intellectuelle de l'analyste, antérieure d'au moins 2 ans, car Lacan, momifié et déifié par ses disciples, ne produisait plus guère et ne faisait déjà plus figure de personnage vivant. Il était sorti de l'histoire et entré dans la légende. L'hypothèse qu'on vient de formuler jettera peut-être une lumière sur la date de rédaction des ouvrages. Toutefois, on peut aussi se demander, dans cette conjecture, s'il ne faudrait pas considérer plutôt la fin intellectuelle de Lacan comme l'accélérateur d'un processus plus ample. La psychanalyse ne participerait-elle pas, à l'instar d'autres sciences humaines, d'un mouvement de repli sur soi, qui se manifesterait en particulier par une enquête sur son passé. En somme, une sorte d'anamnèse. Dans la perspective d'une lecture psychanalytique de l'histoire de la psychanalyse en France, depuis 60 ans, ne pourrait-on pas interpréter le laps de temps qui sépare les articles historiques des fondateurs de la Société psychanalytique de Paris et les histoires récentes, comme une période de latence, d'amnésie, de refoulement des origines honteuses du mouvement et l'explosion historiographique des dernières années, justement, comme un retour massif du refoulé. La production historiographique dans le domaine de la psychanalyse est, en France, le fait de thérapeutes, donc de praticiens. La tâche de garder la mémoire collective est assurée, et la plupart du temps monopolisée, par des individus dont la charge est déterminée tant par la place qu'ils occupent au sein de leur société psychanalytique que par leur histoire personnelle. À cet égard, il est significatif qu'aucun membre affilié de la Société psychanalytique de Paris ne se soit jamais autorisé à rédiger une histoire de ses pairs. La fonction des historiens, on a pu l'observer, consiste à enfouir les traces des conflits édipiens qui se sont répétés dans l'histoire de la psychanalyse. Et s'il se part des vertus de la critique en dénonçant les résistances des premiers chroniqueurs à l'analyse, le procès intenté par Mordier à ses prédécesseurs n'est pas innocent. Son œuvre est guidée par le souci de légitimer le rapport de fidélité de son maître Lacan à Freud. Les mythes ainsi fondés, où les mécanismes d'identification, de projection et de rationalisation sont aisément repérables, contribuent à éviter des changements vécus comme des menaces par les groupes psychanalytiques. Homéostatiques et régulateurs, ils maintiennent un état systémique idéal de non-changement. L'historiographie, qui a pour objet d'étude l'imaginaire historique, n'a pas à rendre compte de la réalité en tant que telle, des faits qui se sont produits.
Il se penche sur les reconstructions du passé et sur les reconstitutions des histoires de famille par les individus. Réalités, elles aussi, qui assurent pour une large part la cohésion des sociétés. Pour être complet dans son information, l'historien de l'histoire ne peut, dès lors, se contenter d'analyser les textes écrits. Il doit aussi tendre l'oreille aux légendes qui circulent, aux pseudo-secrets qui se transmettent et aux silences qui surgissent en creux dans le récit des locuteurs. Cette enquête passionnante n'a pas été tentée ici. Quant à la scène originaire, cette histoire de l'analyste, imaginée par l'analysant, elle restera sur un divan entre quatre murs. C'est pourtant la seule qui expliquerait celle qu'on nous raconte.